petit bonhomme vous mène la vie dure. Depuis maintenant plusieurs années, il n'est plus rare de voir les enfants faire la loi à la maison. Ils crient, insultent, menacent, cassent ou cognent. Ces enfants sont tout puissants. Ce sont les nouveaux chefs de famille. Face à eux, des parents et des adultes épuisés, déroutés, qui ne réagissent pas. Depuis une décennie, la littérature, les médias, mais aussi la famille, l'école et les professionnels de l'enfance nous parlent beaucoup de l'enfant roi qui est en pleine expansion. Mais pourquoi les enfants rois ne cessent-ils de se multiplier? À qui la faute? Mai 68, Françoise Dolto, les nouveaux standards de famille. Pour en parler, Bernard Zanzouri, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédagogue et éducateur. Merci à vous d'être là. J'ai le plaisir aussi de recevoir Régine Quelin. Bonjour, Régine. Vous êtes psychologue, spécialisée, psychothérapeute, mais vous êtes spécialisée en psychosomatique, c'est bien ça? Et puis Marie Semelin. Marie, bonjour. Alors vous avez enquêté sur le dossier. Et puis évidemment Marianne Bougrain, qui est devant son ordinateur. Elle attend vos questions, vos commentaires. C'est Midi Ensemble. Et cette émission, c'est avant tout la vôtre. Elle est donc interactive. Vous pouvez réagir sur le hashtag i24 Midi Ensemble. N'oubliez pas, j'adore vous lire. Alors surtout, ne bougez pas. On est parti. Alors, Régine, qu'est-ce qu'un enfant roi? Alors, j'ai envie de vous dire que dans toute famille, on a un enfant roi. C'est une place qui, normalement, est au centre de chaque famille. Tout enfant est un roi qui arrive. Là où ça se complique, c'est quand le système éducatif, la relation avec les parents, fait en sorte que cet enfant, qui normalement a sa place d'enfant, prend le pouvoir, un peu comme les tyrans dans la Grèce antique. Et quand on parle de l'enfant roi, qu'on essaye de définir, souvent, on parle de son comportement, l'instabilité, l'agressivité, le manque de repères. C'est plus important pour nous de considérer qu'un enfant tout seul, ça n'existe pas. Donc un enfant roi tout seul, ça n'existe pas non plus. Et c'est le lien entre ce qu'il reçoit comme éducation, limite, ou le manque de limite qui fait qu'à un moment, il usurpe cette place. Alors justement, pourquoi tant de permissivité dans nos sociétés modernes, Bernard? Parce qu'apparemment, on a quelque chose à se reprocher. Apparemment, ça n'a pas été le cas pendant des centaines d'années. Et puis, les mentalités commencent à changer. Qu'est-ce qu'on a à se reprocher? Apparemment, c'est pas ce qu'on a fait depuis quelques siècles. On a peut-être fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a limité la place de l'enfant. On n'a pas pris son avis au sérieux. On n'a pas pris ses problèmes au sérieux. Quand il tombait amoureux, on rigolait parce que ce n'est qu'un enfant. Et puis quand on s'est rendu compte que peut-être on exagérait, alors comme dans tout système, on essaie de contrebalancer en allant un peu à l'extrême de là où on était. C'est sûrement un système qui va se stabiliser, mais en attendant, on est encore dans la découverte des droits de l'enfant. Alors je propose justement de regarder un sujet de Lise Barimbaud. Un enfant roi est donc égocentrique, il revendique, il se plaint constamment, refuse d'aider, a besoin de capter l'attention et de se faire remarquer. Il est intolérant aux frustrations, il peut être aussi agressif et en manque de socialisation. Ce problème touche tous les niveaux socio-économiques et n'est pas limité à l'Europe. Vous allez voir, ce phénomène des enfants rois était donc marginal. Il y a une vingtaine d'années, on parlait d'enfants gâtés pourris. Mais comment en est-on arrivé là? Regardez. Ils sont hauts comme 3 pommes et ils font déjà la loi à la maison. Les enfants rois régentent toute l'organisation familiale. Ces marmots décident et évoluent dans un monde sans contraintes ni limites, mais aussi sans repères. En 40 ans, l'enfant est passé du statut d'être inférieur à celui de sous-adulte, puis de roi. Le résultat des recherches de la pédiatre et psychanalyste française Françoise Dolto, mais aussi des restes de mai 68 et de l'explosion des familles recomposées. La génération mai 68 n'a connu qu'une éducation qui abusait de l'autorité. L'enfant n'était qu'un instrument soumis au pouvoir des adultes. Le mouvement libertaire se soulève donc contre la répression et l'autoritarisme de la société. Un seul mot d'ordre est appliqué, il est interdit d'interdire. Avec l'apparition de l'égalité des sexes, le modèle familial est radicalement bouleversé. Plus de patriarches, la place des parents n'est alors plus différenciée par rapport à l'enfant. Les célèbres travaux de la psychanalyste Françoise Dolto révolutionnent l'éducation et la place de l'enfant au sein de la famille. Elles le mettent au même niveau que l'adulte et donnent à sa parole la même valeur que celle de ses parents. Elle a légué effectivement le fait qu'un enfant c'est important. C'est important de parler à un enfant. Qu'un enfant ça peut comprendre plein de choses, même un tout petit.
Progressivement, l'épanouissement et l'autonomie de l'enfant deviennent des notions essentielles. La psychanalyse prône la permissivité, l'écoute et le respect. Les traumatismes qu'une éducation stricte et répressive peuvent occasionner sont soulignés. Mais certaines règles demeurent. Ces 2 règles suffisent à structurer le lieu avec un lieu social où il y a des interdits comme dans toute société. Et de ce fait, l'enfant comprend que dans n'importe quelle société, il y a des lois et voilà, il accepte, il intègre la loi. Aujourd'hui, la France pourrait être punie pour ne pas avoir interdit la fessée aux enfants. Le Conseil de l'Europe a même averti le pays. Dans la décision que le Comité européen de droits sociaux a rendue en ce qui concerne la France, il a relevé que l'interdiction des châtiments corporels ne couvre pas toutes les circonstances de la vie. Par exemple, au sein de la famille, cette interdiction n'est pas complètement garantie. Le droit français autorise un droit de correction des enfants au sein des familles, alors même que les punitions corporelles sont interdites à l'école et dans l'armée. En mai 2014, un amendement interdisant les châtiments corporels a été retiré de la loi sur la famille, même si le gouvernement s'est engagé à reprendre la discussion. C'est la Suède qui, la première, a fait entrer dans la loi l'éducation non violente dès 1979. Une position partagée par de nombreux pédiatres. Tous les travaux, les IRM, les études de sociologie, les études de psychologie montrent que la main levée, ça a des effets dévastateurs sur l'estime de soi, sur les capacités cognitives, et cela rend les enfants beaucoup plus durs en fait. Même si les parents ne sont pas encore pleinement convaincus. À partir du moment où je donne une fessée, effectivement, l'escalade s'arrête. Il écoute davantage et après, il se reprend plutôt normalement. Ça calme en tout cas, oui. Divorce, famille monoparentale, famille recomposée. Lors d'un changement, les enfants souffrent et les parents le savent. Ce qui était totalement intolérable avant une séparation devient acceptable si cela peut soulager le petit. Tout est bon pour lui faire oublier que ses parents ne vivent plus sous le même toit. À l'âge adulte, ces enfants deviennent parfois des individus impolis et irritables, des personnes qui n'ont jamais souffert de carences affectives, mais au contraire d'une survalorisation de leur personnalité. Surinvestis, surstimulés et adulés, devenus centre de l'attention familiale, les enfants deviennent des adultes tyrans. Une éducation permissive fait-elle plus de dégâts qu'une éducation coercitive ? Comme dans d'autres situations, tout est certainement une question d'équilibre. À trop vouloir respecter leurs petites merveilles, les parents engendrent des enfants qui refusent les limites. Dépassés, les adultes ne savent plus comment reprendre la main. Les parents seraient-ils devenus démissionnaires? Marie Semelin. Alors, je pense que pour comprendre ce phénomène, il faut prendre un petit peu de recul et parler plus global. Et d'un point de vue sociologique, vous parliez tout à l'heure de la découverte des droits de l'enfant et on est vraiment là-dedans. Depuis la fin des années 60, on est rentré dans ce que les sociologues appellent la deuxième modernité, qui est entièrement basée sur l'individu. Donc, si l'enfant roi existe, ça n'est pas parce que uniquement le rapport à l'enfant a changé, mais parce que le rapport de la famille a changé et le rapport aux individus en soi s'est transformé. C'est vraiment une vision d'ensemble qu'il faut avoir, je pense, pour comprendre ce phénomène. Bernard, vous êtes d'accord ? Je suis tout à fait d'accord. C'est effectivement le regard qu'on a sur l'humain qui a changé. L'humain a des droits. Et aujourd'hui, on parle d'enfant roi, mais qu'est-ce qu'on aurait pensé ici si on avait parlé de la femme reine ? Oh, d'un coup, elle s'est trouvée des droits au XXe siècle. Alors peut-être qu'elle exagère. Oh là là, elle voudrait dominer son mari à la maison. Alors là, ça ferait scandale. Pourquoi cette émission ? Et puis d'un coup, sur l'enfant, on trouve le sujet légitime. Alors bien sûr, on va trouver des exagérations ici et là. Mais il est évident que cette découverte du fait que l'être humain a des droits... Alors on va se poser aussi la question, même sur des enfants de 2 ans, qui ne menacent pas encore, mais quels sont leurs droits et quelles sont les limites qu'on peut poser ? Mais vous ne pensez pas justement que les parents de nos jours veulent trop bien faire avec leurs enfants ? Qu'ils compensent un petit peu, justement ? Bien sûr qu'ils veulent trop bien faire. On est tout à fait d'accord sur ça. C'est-à-dire aujourd'hui, ils se disent comment je vais être un bon parent. Mes parents, effectivement, ne me laissaient pas parler à table. Mes parents, si je renversais un verre de café, alors oui, je mettais ma main parce que je savais que la claque allait surgir. Moi, je ne vais pas être comme ça. Je vais être un parent exemplaire. Je vais donner tous les droits à l'enfant. Le seul problème, c'est que l'enfant n'est pas toujours apte à recevoir tous ses droits. Alors d'un côté, c'est un être humain, effectivement, comme un autre. D'un autre côté, au niveau émotionnel, il n'est pas prêt obligatoirement à diriger la maison à 2, à 3 ans ou à 10 ans et à faire la loi. Et donc là, il va falloir équilibrer. Alors justement, on vient de parler de ces enfants pourri gâtés, j'ai envie de dire, Régine Quélin. C'est quoi les manifestations psychosomatiques, justement, de l'opposition ?
Alors, l'opposition, finalement, elle envahit toute la sphère psychosomatique. Donc, il y a ce dont vous avez parlé tout à l'heure, l'agitation, l'hyperactivité, la nervosité, des réactions violentes à la frustration. Mais il y a aussi toute la sphère psychosomatique qui peut apparaître au niveau d'allergies, de migraines, de maux de ventre, de troubles énurétiques, encoprétiques, etc. Ce qui me fait dire que finalement, ces enfants rois, on a l'impression qu'ils dominent, il y a toujours une part de gros bébés en eux. Et c'est souvent dans ce corps relationnel qu'elle peut s'exprimer. Alors justement, Marie, pourquoi justement on a beaucoup de mal, nous les parents, à interdire et pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui d'interdire? Ça va probablement avec une perte de repères sur les règles à appliquer, parce qu'on parlait tout à l'heure d'un changement de société. L'autorité n'est plus, contrairement à avant la fin des années 60, n'est plus la règle de base qui garantit une bonne éducation. Donc, l'obéissance était vue comme la qualité première d'un enfant, ce qui n'est absolument plus du tout le cas. Et je lisais en préparant cette émission des articles de François de Singly, sociologue réputé qui a beaucoup travaillé sur la famille, et qui évoque une étude qui a été faite où on demande aux enfants aux enfants qui ont grandi, quelles sont les valeurs que vos parents vous ont transmises. Et plus de la moitié d'entre eux répondent le respect des autres, et seulement 14% disent le respect de l'autorité. Donc on voit qu'il y a vraiment un déplacement du prisme sur ce à quoi on accorde de l'importance pour l'éducation d'un enfant. Allez, on va retrouver tout de suite Marianne pour les questions aux téléspectateurs. Marianne, bonjour. Bonjour Valérie. Alors en effet, certains parents semblent avoir des difficultés à encadrer leurs enfants. C'est le cas d'une téléspectatrice qui nous dit que son fils n'écoute absolument pas, que ce soit à la maison ou à l'école. Rien n'y fait, son mari et elle ne s'en sortent plus, ils ne savent plus comment faire. Pourtant, ils ont eu des enfants qui sont plus grands et avec qui ils n'ont jamais eu ce type de problème. Du coup, on se demande, Régine, si ce n'est pas plutôt lié à un conflit de génération. Je crois que vous avez déjà la réponse dans la question. Si c'était un conflit de génération, l'attitude serait exactement la même avec chaque enfant. Mais chaque enfant dans une famille a une place. Et je crois que c'est important de comprendre qu'il a non seulement une place réelle, mais il a une place dans l'imaginaire parental. Et qu'en fonction de cet imaginaire parental, parfois on ne réagit pas de la même façon. Je ne veux pas prendre des clichés, garçon, pas garçon. Place de l'enfant aussi à l'intérieur de la maison. Le nom de l'enfant qui, chez nous, a une place importante. Donc, on obéit en tant que parent à ces représentations inconscientes qui nous poussent aussi à des fois des manifestations éducatives différentes selon nos enfants. Alors, une autre question peut-être, Marianne. Une question d'une téléspectatrice qui nous dit qu'elle est divorcée et qu'elle ne s'en sort plus avec son enfant. Elle n'arrive pas à gérer, elle culpabilise à chaque instant. Elle a l'impression que le rôle d'un père manque terriblement dans la maison et elle se demande si une maman peut à la fois donner beaucoup d'amour et en même temps avoir une certaine autorité à la maison. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'on peut être à la fois papa et maman du coup ? Alors Bernard, en voilà une question. C'est une très bonne question qui arrive d'ailleurs beaucoup dans les familles monoparentales où on a conscience qu'ils travaillent un peu. Est-ce que j'ai bien fait de divorcer ? Finalement, il manque le père. Et puis moi, est-ce que je dois faire copine pour essayer de rattraper ? Et puis on s'aperçoit très vite en fait que dans cette petite discussion, en fait, l'enfant vous regarde. Il regarde et il attend d'une mère, il attend d'une maman qu'elle soit une maman. Vous savez, c'est pas aimer son enfant ou placer des limites. Placer des limites, ça fait c'est une partie de l'amour. Et si on voulait mettre une image un peu jolie sur ce problème, ça serait savoir conjuguer le verbe aimer. Pour prendre son enfant dans les bras et puis jouer avec lui, c'est une certaine forme d'amour. Et puis mettre des limites, c'est une autre forme d'amour. Ça fait toujours partie du verbe aimer. On parle beaucoup de l'enfant roi, mais de nos jours, il y a des divorces, des familles recomposées, des familles monoparentales. On est bien loin de l'image stable et inébranlable de la famille que l'on connaissait nous-mêmes, de nos parents, en tout cas de nos grands-parents. On s'aime, on se sépare, et l'enfant dans tout ça, Bernard ?
Eh bien, je vais rebondir sur ce que vous avez dit au début. Si on a un enfant roi, c'est quelque part, il y a quelqu'un qui a quitté le trône. Et celui qui a quitté le trône, c'est très souvent l'adulte. Alors, on a l'adulte qui était roi, et puis on s'aperçoit, il s'est aperçu lui-même des fois, que, comme disait Janusz Korczak dans son livre absolument incroyable sur les enfants, sur les droits de l'enfant, cette histoire de, aujourd'hui, qui va au casino ? Qui va dilapider l'argent C'est pas l'enfant, et c'est même pas l'enfant roi, c'est l'adulte qui ne joue pas son rôle. Quand l'adulte n'est pas à la hauteur de ses responsabilités, alors il descend du trône et quelque part il va être remplacé. Et à ce moment-là, effectivement, on a cet enfant roi, mais parce qu'on veut de la place, a été qui va à la chasse perd sa place, comme diraient les enfants. Chers amis, on se retrouve tout de suite après une courte pause. Surtout, restez avec nous car Midi Ensemble, ça continue. Et de retour sur le plateau de Midi Ensemble, aujourd'hui nous parlons éducation avec un phénomène qui tend à se développer, celui de l'enfant roi. Et je vous propose de faire la connaissance de Johanna Mkies. La petite enfance, elle connaît bien, elle a créé une garderie dans laquelle elle s'occupe de 120 enfants francophones. Elle évoque les différences culturelles qui existent entre les petits Israéliens et les petits Français en Israël. Élève-t-on les enfants sans barrière ni limite? Regardez. Johanna Mkies, bonjour. Merci à vous de nous accorder cette interview pour Midi Ensemble. Alors vous êtes maman, vous habitez en Israël, précisément dans la ville de Ra'anana, et vous avez monté une association à but non lucratif, le Jardin Français, où vous accueillez 120 enfants pour faire des activités, du théâtre notamment, tout en français. Alors pensez-vous, Johanna, qu'ici en Israël, l'enfant est roi ? Eh bien, c'est une question passionnante, Valérie. Merci d'ailleurs de me donner l'opportunité de venir dans la mission. Effectivement, en tant que maman de 3 enfants, comme toutes les mamans, on se pose toujours la question de savoir quelle est la place de nos enfants et jusqu'où leur donner les limites ou les laisser faire ce qu'ils veulent. Et puis effectivement, dans le cadre de l'association, on voit toutes les semaines, on accueille donc tous ces 120 enfants qui viennent après l'école pour des cours de français et qui sont des enfants qui ont à la fois une éducation plutôt à la française et qui sont en même temps intégrés dans le système israélien. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il peut y avoir une différence. Alors justement, c'est quoi cette différence? Alors je pense qu'effectivement, d'abord, l'enfant est roi en Israël dans la mesure où on lui donne beaucoup de place et beaucoup d'attention et tout est fait autour de l'enfance, à la fois bien évidemment l'école, on s'en doute, mais également dans la rue. Parfois les gens s'occupent des enfants des autres, c'est un peu les enfants de tout le monde. Peut-être ça vient aussi du fait que les enfants ici très tôt doivent partir à l'armée, etc. Donc on leur donne quand même une certaine place dans notre cœur et beaucoup d'affection aussi auprès des enfants. Les maîtresses qui embrassent les enfants, etc. C'est quelque chose que j'ai tout de suite toujours trouvé vraiment fabuleux. Après, effectivement, l'enfant roi, ça peut vouloir dire aussi des choses pas forcément aussi positives. On a des fois des petites anecdotes un peu caustiques sur des enfants qui font un peu n'importe quoi, ou qui n'ont pas trop de limites. Mais enfin, c'est pas trop de la faute des enfants, c'est plutôt des parents qui sont des missionnaires. Vous en voyez ça ici en Israël? Alors, on en voit, on voit ça, on voit parfois des enfants qui savent pas forcément s'adresser à un adulte, comment s'adresser à un adulte, ou qui rentrent, qui enlèvent leur godasse partout où ils vont, ou vont en direct ouvrir le frigo quand ils arrivent chez les copains. Ça peut arriver. Alors nous, avec nos yeux de Français, c'est parfois un petit peu bizarre, voire choquant. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas forcément généraliser. Il y a aussi des personnes quand même... peut-être en grandissant aussi, les enfants prennent leur place, etc. Mais par contre, ce que je constate, c'est que le système en Israël et la façon dont on va donner sa place à l'enfant, ça m'a mis un certain temps, je dois dire, à venir à ces conclusions en tant que maman, voyant mes enfants grandir dans le système israélien. Mais je pense que les valeurs qui sont transmises dans le système ici sont vraiment très intéressantes et
Et je suis très heureuse, moi, en tant que maman, que mes enfants évoluent dans ce système, en réalité. Oui. Mais c'est vrai, quand on les voit quand même adultes, c'est connu, la chutzpah israélienne, qu'on dit souvent que les Israéliens sont mal polis. Ça vient de l'éducation quand même, Johanna. Ça vient beaucoup de l'éducation, puisque nous qui avons une éducation française, on a du mal à avoir cette chutzpah, et des fois on devrait l'avoir davantage. Avec le temps, ça commence à venir, et on commence à avoir des attitudes beaucoup plus familières, beaucoup plus directes. Alors vous perdez vos bonnes manières françaises alors. Alors justement, moi si j'ai aussi fondé le Jardin français avec mon amie Isabelle, c'était dans l'optique de bien sûr s'intégrer. On a quitté Israël, on a quitté la France, pardon, pour venir en Israël. Donc on a quand même une démarche de s'adapter au système et en même temps rester soi-même, venir avec nos valeurs, venir avec notre langue, notre culture littéraire, etc. Donc c'est pour ça qu'on encadre ces enfants qui sont issus des deux cultures finalement. C'est un peu le. Mais alors quand ils arrivent à l'adolescence, c'est vrai que le fait de ne pas avoir eu trop de règles comme ça dans l'enfance, ça peut rendre des enfants, des adolescents tyranniques. C'est très problématique. Hein. Alors. Tyrannique, enfant roi, la limite est subtile. Effectivement, il ne faut pas tomber dans le travers de laisser l'enfant tout faire ou faire n'importe quoi. Mais bon, moi, en tant que maman, la seule chose que je peux essayer de faire, c'est quand même d'essayer de ne pas renoncer, en tout cas, et de continuer. Même s'il y a plus d'ouverture dans le système israélien, les enfants ont plus de choix l'après-midi. Les choses qui sont faites autour d'eux, c'est pour leur donner plus d'autonomie. On essaie quand même de les encadrer. Mais c'est vrai que nous, on est au contact avec toutes ces familles, pour beaucoup qui viennent d'arriver, et on est un petit peu l'antichambre entre le système scolaire et la maison, en tant qu'éducateur. Et c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, mais qu'est-ce que je vais faire de mes enfants? Ils sont livrés à eux-mêmes. Et qu'est-ce que je dois faire pour eux? Et c'est difficile. Alors justement, quel est le rôle de l'armée? Parce que alors ils sont complètement lâchés très jeunes, on les autonomise très jeunes, et alors après, arrivés à 18 ans, ils vont comme ça dans un environnement qui est quand même très structuré, avec beaucoup d'autorité, avec beaucoup de règles. Est-ce que finalement, c'est pas l'armée qui fait le travail des parents? Je vois l'armée personnellement plus au travers de mon travail, donc des gens qui sont aujourd'hui dans le monde du travail, donc des adultes achevés et qui sont passés par l'armée. Et effectivement, pour beaucoup, ça a été très formateur, à la fois dans leurs compétences sociales et leurs compétences professionnelles. Donc je pense qu'effectivement, l'armée a un rôle très catalyseur. Je dirais qu'il faut quand même que les parents sachent où est aussi leur place, si on veut que les enfants sachent où est leur place, les parents doivent savoir où est la leur et ils ne doivent pas renoncer, même pour les enfants très jeunes, à donner à leurs enfants un minimum de structure et d'environnement, de discipline, etc. Alors justement, vous dites qu'ici en Israël, vous êtes très contente en tant que maman que vos enfants puissent justement avoir suivi justement un cursus par rapport à cet environnement français où il y a peut-être beaucoup plus j'ai envie de dire, de règles, un système beaucoup plus punitif qui n'existe pas ici. Mais finalement, quel est le meilleur système? Puisque vous êtes bien placé pour le comparer. Vous connaissez les deux? Alors, je connais le système français en l'ayant vécu moi-même. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est un système punitif. Je pense que même en France, on a compris que punir les enfants n'était pas toujours la meilleure manière d'obtenir d'eux qu'ils grandissent et qu'ils sachent faire leur vie. En revanche, c'est vrai que l'accent est plus mis sur le résultat intellectuel, la discipline, etc. en France. Aujourd'hui, on va laisser des enfants faire des choix, être plus créatifs. Et surtout, je pense que le terme qui revient souvent et qui est très important, c'est bitachon atzmi, donc la confiance en soi, qui est quelque chose qui, à mon avis, dans le système français, on est obligé de trouver par soi-même, peut-être même à l'âge adulte, alors qu'ici, c'est aussi une compétence, c'est aussi du savoir-vivre que de savoir se situer par rapport à autrui. Oui, alors ça veut dire que les cahiers bien tenus à la française, c'est pas grave si c'est pas de la même chose ici. Finalement, il y a d'autres choses bien plus importantes à obtenir. Alors, les cahiers à la française, c'est très mignon d'ailleurs, parce que moi, j'ai eu un choc au début quand je voyais les cahiers de mes enfants. Quand on voit les cahiers ici, on se dit, mais c'est pas possible, comment on peut aller à l'école avec des cahiers aussi mal tenus? Vous parliez du côté artistique, c'est complètement ça. Hein. C'est même c'est déprimant par moments. Il y en a beaucoup, c'est plié, c'est mal fait. En France, on a des tenues de cahiers, on a des notes pour la tenue de cahier. Alors, nous, au Jardin français, on a cette chance que nos maîtresses viennent avec quand même l'école à la
française, elles ont été formées en France. Donc elle propose aux enfants d'utiliser des cahiers à la française et étonnamment les enfants aiment ça. Et ils aiment jouer à l'école et jouer à la maîtresse, ils écrivent en attaché, etc. Ça leur plaît. Donc je pense qu'effectivement un peu de structure, un peu de choses bien faites, ça plaît aux enfants plus que ça leur déplaît. Mais ce qui est important, c'est que finalement le système, comme on a dit tout à l'heure, a ses avantages. Il faut accepter, il faut le prendre dans le bon sens, mais aussi il faut rester soi-même et venir avec sa petite touche et ce qu'on a peut-être à apporter. Merci beaucoup, Johanna Mkes. Merci. Difficile hein, d'être parent. Régine, raison familiale, sociétale, faille éducative, trouble du comportement. Dites-nous comment on peut y voir plus clair là-dedans. C'est tout ça. Alors c'est compliqué d'y voir plus clair. Simplement lorsqu'on reçoit un enfant en tant que thérapeute, il y a l'histoire familiale qui entre en compte, il y a l'histoire des relations, il y a la place de l'enfant, il y a l'histoire transgénérationnelle, il y a beaucoup de choses. Et puis il y a toujours ce fameux imaginaire parental avec lequel je travaille beaucoup. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de parents si on se met à mettre des limites? Juste une anecdote qui m'arrive très souvent. Lorsque dans la thérapie, il m'arrive à un moment de dire à un enfant ça tu ne peux pas faire ou tu ne peux pas toucher. Souvent, l'enfant accepte la limite et c'est le parent qui vient me dire « Ah mais il n'a pas l'habitude. » Et puis vous savez, c'est un enfant précoce, alors il a l'habitude. Voilà. Justement, à ne pas confondre l'enfant roi et l'enfant précoce. Que deviennent ces enfants rois, justement, Bernard, à l'adolescence, quand ils deviennent adultes ? Alors des fois, ça devient des présidents de sociétés high-tech parce qu'on leur a appris qu'il n'y avait pas de limite et donc dans leur imaginaire, on peut réussir n'importe quoi, tout et n'importe quoi. The sky belongs to you. Tout à fait, c'est-à-dire il faut pas être très inquiet. Moi, je ne suis jamais très inquiet pour l'enfant. Je me suis rendu compte que l'enfant sait très bien à qui il a affaire, sait très bien voir aussi sa place. Vous connaissez ces enfants qui sont très très difficiles avec un professeur et puis très sympas avec l'autre parce qu'ils ont repéré qu'il était plus compétent, qu'il était plus gentil, qu'il les regardait d'un autre œil et puis ils adaptent leur politique. Je ne pense pas qu'il y ait un stéréotype de cet enfant roi, qu'est-ce qu'il devient. Ils vont partir dans toutes les directions, on va en retrouver en prison, mais on en retrouvera président de société high-tech parce que la vie est devant eux. Il faut juste apprendre aux parents, comme a dit peut-être Johanna tout à l'heure, à tenir leur place. Quand le parent est à sa place, pour l'enfant, c'est beaucoup plus facile de trouver la sienne. Israël, c'est donc le pays des enfants. Nous sommes descendus dans les rues de Tel Aviv et nous avons demandé aux Israéliens ce qu'ils pensent de ces enfants rois. Est-ce que ça existe vraiment? Regardez. Et peut-être qu'en Israël, il y a un problème de relativité. Les parents relativisent vachement plus face à la guerre, à tout ce qui se passe. Donc, disons que les critères ne sont pas pareils et il y a peut-être moins de contrôle et de... On n'a plus vraiment d'autorité sur les enfants. Mais pour dire la vérité, je pense que c'est mieux aujourd'hui que ça ne l'était avant. Il y a 15 ans, on mettait plus facilement une claque qu'aujourd'hui. Donc oui, c'est mieux aujourd'hui. Mais les enfants sont plus insolents de nos jours. Donc c'est un sujet problématique. C'est un problème typique de la mère juive. On a tendance à voir notre fils comme le plus beau, de vouloir tout lui donner pour le rendre heureux. Mais au vu de la réussite des gens de notre communauté, je dirais plutôt que c'est une chose bien. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas bien. Moi, j'essaye d'être démocratique à la maison. Tout le monde a des droits. Tout le monde a le temps de dormir, de lire, de s'amuser. Et donc, on s'accorde par rapport à ça. Alors, on va retrouver tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne? Oui, bonjour Valérie. Alors en effet, donc il y a certaines personnes qui ont quand même toujours des problèmes avec leurs enfants et une téléspectatrice se demande justement si la place de l'enfant n'a pas été trop loin parce qu'une certaine autorité et un cadrage permettaient quand même de pouvoir gérer les enfants beaucoup plus facilement et ça leur donnait un cadre. Qu'en pensez-vous, Marie Semelin? Je pense qu'elle n'est pas la seule à se poser la question et qu'à l'inverse d'une attitude plutôt permissive, on a vu aussi la résurgence de mouvements
qui prône un retour à l'autorité, notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années aux États-Unis, une maman qui avait fait scandale, qui avait publié un livre où elle prônait l'attitude de maman tigre, Tiger Mummy, en disant, c'est en l'occurrence une américano-chinoise, qui disait en Chine, nos enfants réussissent extrêmement bien leur vie, sont très doués, et vous êtes là comme des idiots à vous demander pourquoi nos enfants en Chine réussissent et vos enfants dans un système occidental ne réussissent pas. C'est juste parce que nous, on ne s'embête pas à leur demander ce qu'ils en pensent. On sait mieux qu'est-ce qui est bon pour eux. On sait qu'un enfant réfléchit à travers la notion de plaisir et que ce n'est pas comme ça qu'on aboutit à ce qu'on veut. Alors évidemment, ça a déclenché un pataquès de réactions en tout genre, avec notamment des gens dont j'imagine vous faites partie, qui lui ont dit trop d'autorité, ça n'est pas forcément bon. Mais je suis tombée sur cette phrase très rigolote, je trouve, d'un pédiatre qui s'appelle Aldo Naouri, que vous connaissez peut-être, qui dit que les parents doivent exercer une autorité sans négociation parce que de toute manière, si vous élevez vos enfants en démocrates, eh ben, il y a de grandes chances qu'ils deviennent tyrans, et si vous les élevez en tyrans, vous en ferez à coup sûr des démocrates. Donc je ne pose pas la question pour ou contre la fessée. La fessée, je crois que c'est un domaine totalement révolu. Par contre, je pense que l'espoir qu'on peut donner aux parents, ce serait, avec l'aide ou seuls, parce qu'ils ont aussi un savoir-faire, de recréer une autorité qui autorise. Alors justement, on vient de le voir, hein, il y a beaucoup d'évolutions dans l'éducation et la place des enfants. Je vous propose de regarder un extrait de Vipère au point. Ce film est inspiré du roman d'Hervé Bazin. Il raconte l'enfance de Jean Réseau. Je suis sûre que vous avez lu ce bouquin lorsque vous étiez petit. En 1922, après le décès de leur grand-mère paternelle, qui en avait la charge, le jeune garçon et son frère Ferdinand retrouvent leurs parents revenus d'Indochine. Mais les relations avec la mère, vite surnommée Folcoche, association de folle et de cochonne, vont prendre une tournure absolument cauchemardesque. Celle-ci n'hésitera pas à tondre les deux enfants, à mal les nourrir et à leur planter sa fourchette dans leurs mains. Regardez. Blaise, mon ami, vous installerez ce poêle dans ma chambre. Les enfants n'ont pas besoin de chauffage en hiver. Miss, vous enlevez les oreillers, ils donnent le dos rond. Pareil pour le redon. Une seule couverture suffira largement. Je réquisitionne vos bourses, vos épingles de cravate, vos chaînes en or, vos stylos. Votre grand-mère vous gâtait vraiment beaucoup trop. Avec toutes les charges que nous avons, c'est vraiment ridicule de vous habituer à un tel luxe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon arc, c'est grand-mère qui me l'a offert pour Noël. C'est très dangereux. Confisqué. Bien. Vous entretiendrez vous-même votre chambre. Je passerai l'inspection régulièrement. Gare à vous si je trouve une toile d'araignée. Naturellement, vous ne dormirez plus ensemble. Jean, tu dormiras là. Une fois débarrassé, ce sera tout à fait correct. Je ne tiens pas à ce que ça soit la sarabande tous les soirs. Allez, allez. On laisse passer. Bon voilà, une maman comme ça, c'est évidemment complètement révolu. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est vraiment pas simple d'être parent. Surtout, gardez le pouvoir à la maison. C'est un vrai pari à relever. Restez avec nous.